Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion, et aujourd'hui on met en avant le parcours de Michael Dumez. Michael Dumez, c'est la caricature de l'entrepreneur qui a réussi par lui-même. En effet, il n'a jamais fait de CV de toute sa vie, il n'a jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que soi-même, et à 21 ans, avec simplement un BTS informatique en poche, il décidera de lancer sa première société. Une société qu'il gardera pendant une dizaine d'années, qu'il revendra. À la suite de ça, il se lance dans le vin, une activité qu'il aura aussi pendant une dizaine d'années, qu'il revendra encore une fois. Et ensuite, il se lancera dans l'investissement en immobilier. L'investissement en immobilier, ça veut tout et un peu rien dire. Aujourd'hui, on trouve un peu tout et n'importe quoi sur Internet sur ce sujet-là. Mais dans cette interview, on va évoquer comment Michael Dumez arrive à mettre en place un parc locatif. Et à la suite de ça aussi, il se lancera dans l'investissement en entreprise. On en parlera aussi à la fin de l'interview. Donc cette interview est divisée en 3 épisodes. Le premier épisode revient sur ses 2 premières sociétés, donc celle en informatique et celle en vin. Bref, je vous laisse visionner cet épisode et je vous laisse découvrir par vous-même le parcours de Michael Dumez. Tu te prends vraiment de passion pour tes études. Enfin, Oui. je veux dire par là que les études n'ont jamais été pour moi un moment agréable. J'ai traversé cette période des études parce que voilà, c'est le passage obligé. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je suis rentré dans cette filière spécialisée en informatique, là, ça a été une révélation. Et je me suis passionné pour mes études. C'était plus un travail en fait. Ah non, c'était un régal. C'était un échange permanent avec les intervenants. Et puis ça s'est très bien passé. J'ai eu des très bons résultats. Donc ça dure 2 ans. Ça dure 2 ans. Et à la suite de quoi, je me questionne sur l'opportunité justement d'intégrer une formation, donc un cursus plus long, donc une passerelle pour réintégrer en fait une formation d'ingénieur en informatique. Donc je monte le dossier en fait pour réintégrer une école d'ingénieur ici justement à Bordeaux. Parce que le BTS c'était aussi à Bordeaux. Le BTS était aussi à Bordeaux, tout à fait. Et donc je monte ce dossier, parce que j'avais un très bon dossier du coup en BTS, avec des bonnes notes et un bon classement. Et voilà, donc je montais ce dossier-là, mais l'attirance du monde du travail était la plus forte. J'avais une soif de me lancer en fait tête baissée dans l'entreprise. Et j'ai pas déposé en fait mon dossier, ou je l'ai peut-être envoyé, mais j'ai pas été plus loin. Et en fait, dès la sortie je crois qu'en fait, voilà, j'ai été diplômé comme tout le monde avant l'été, et dès la rentrée en fait suivante, je crée ma société. Ah ouais. Et je me lançais dans l'entreprise. Et t'as créé, enfin, c'était quoi l'objet de cette société? Tu l'as créé comme ça ou c'est parce que tu as eu un stage ou quelque chose qui t'a donné l'idée? Enfin, déjà, en fait, c'était quoi l'activité de cette société? Cette société, en fait, était une société donc d'informatique pure qui consistait à redévelopper en fait sur environnement Apple Macintosh un environnement qu'on appelait à l'époque multitâche. Il faut savoir qu'on était au début de l'informatique. Les ordinateurs Macintosh étaient monotâches. Ils étaient uniquement capables d'exécuter une application à la fois. Et les gros systèmes informatiques, c'est également le cas d'ailleurs des ordinateurs Windows. Et en fait, j'implantais sur Macintosh un système qui permettait au Macintosh de faire du multitâche. Ce qu'on retrouvait à l'époque uniquement sur les gros systèmes, ce qu'on appelait les systèmes Unix, les mini-ordinateurs. Voilà. Donc la base de cette société, c'était ça, c'était d'implanter en fait une couche sur l'OS, une surcouche qui permettait en fait au Macintosh de faire plusieurs choses à la fois, et c'était une petite révolution à l'époque. Donc ça, c'est ta première société? Ça, c'est ma première société. Donc je la crée en 1988. Tout seul? Tout seul, donc voilà, à l'âge de 21 ans, et je vais la garder une dizaine d'années. Il y a des gens qui sont venus avec toi après te suivre sur le projet? Donc il y a eu des collaborateurs, ouais. Mais au capital de la société, non, j'ai toujours été tout seul. Et voilà, donc cette société a très bien fonctionné pendant une dizaine d'années, et je l'ai revendue donc au bout de 10 ans, en 1998. Au bout de 10 ans. Et cette société-là, au moment de la création, il fallait apporter des fonds, il fallait apporter de l'argent, ou alors tu avais déjà cette... Alors le besoin en capital était relativement modeste, en ce sens que
c'était quelque chose de très technique, donc c'était beaucoup de ressources informatiques, du codage, donc c'était principalement moi. L'investissement était quand même assez lourd en matériel. J'étais pas en mesure de l'autofinancer. Et puis il y avait quand même du fonds de roulement avec voilà, enfin il fallait des locaux, il fallait embaucher quand même quelques collaborateurs. Et en fait, n'étant pas en mesure de lever des capitaux, alors à l'époque c'était probablement encore plus difficile qu'aujourd'hui, mais le projet était tellement technique, pointu et obscur, dira-t-on, pour un banquier ou un financier, qu'il a fallu que je trouve en fait le moyen de le financer de manière un peu détournée. Alors ce que j'ai fait pour la partie matérielle, en fait, j'ai fait un système de leasing, donc toutes les machines et toutes les cartes que j'ai dû acheter étaient achetées en leasing. Ça veut dire quoi le leasing, c'est de la location longue durée. Voilà, donc ça c'était la solution pour l'investissement dans le matériel. Et pour toute la partie fonds de roulement, pour le cash nécessaire à la vie au premier temps de cette société, là j'étais un peu coincé. Et en fait j'ai trouvé, alors dans la mesure où j'avais déposé un dossier avec une passerelle pour prolonger mes études en fait sur un cursus d'ingénieur, donc des études longues. Ce dossier-là avait été accepté. J'ai monté en fait un dossier de prêt étudiant et j'ai utilisé en fait ces fonds-là, ces fonds qui auraient dû normalement me servir à faire des études longues. J'ai utilisé ces fonds-là, sans en parler au banquier évidemment, voilà, pour financer ma petite SARL. Voilà, okay. Donc, voilà comment j'ai financé ma première société. C'est ça. Et après, les clients ils viennent. Et puis après, ensuite, très rapidement, en fait, les résultats étaient au rendez-vous et la croissance s'est autofinancée par le. Et à partir de quand tu dis très rapidement, tu as une idée du délai Dès la première année, oui, la société était profitable, puisque évidemment, ma structure de coût était calibrée sur mes fonds propres et il n'était pas question pour moi de dépenser plus que ce que je gagnais. Donc la croissance, elle s'est faite. Au fil de l'eau, au fur et à mesure que les résultats le permettaient, je grossissais. Mais j'étais contraint évidemment par ma trésorerie et je dépensais pas plus que ce que j'avais. Voilà. Et au niveau de la création, en termes d'état d'esprit, je veux dire, tu as eu peur peut-être à des moments? Est-ce que tu as eu des craintes? Comment tu gères aussi l'incertitude? Parce que quand même, quand c'est sa propre société. Non, le produit, j'étais certain de la qualité de mon produit. Enfin, disons que la demande était là, la demande était identifiée et les compétences en fait dont on disposait dans la société faisaient qu'en fait on était à même de proposer des produits qui trouveraient leur place sur le marché. C'est la problématique, elle est pas d'ordre commercial ou technique. En fait, j'ai toujours été certain de pouvoir apporter en fait un produit qui répondra à des demandes. J'ai même pas pu en fait proposer tous les produits que j'aurais été capable de produire ou que le marché était susceptible de demander. Enfin, je suis resté quand même contraint par mes limites financières et puis peut-être par mes limites aussi de manager. Mais il y a toujours eu une demande supérieure à ce que j'étais capable de proposer. Quand tu parles de limites de manager, tu t'entends quoi par ça? Les limites de manager, en fait, c'est probablement les capacités à savoir s'entourer des gens qui auraient peut-être donné une dimension beaucoup plus importante à cette entreprise qui est restée finalement relativement modeste. Et sur les clients, c'est des clients professionnels, j'imagine, essentiellement? Ouais. C'était uniquement du professionnel? Ouais, que du pro. Que du pro. Et après, suite à ça, donc ça dure 10 ans, cette aventure? Voilà, ça dure 10 ans, le marché devient de plus en plus mature, les résultats commencent à se tasser et mon intérêt commence déjà à s'élargir vers d'autres univers. Donc avant même en fait la revente de cette société, donc avant même les 10 ans, je commence en fait déjà une nouvelle aventure. Donc en 1994, donc 4 ans avant la revente qui a eu lieu en 98, je reprends
un domaine viticole assez conséquent, avec l'appui technique de mon papa, qui lui avait un background en fait dans cet univers-là, en tant qu'ingénieur agronome et en tant que lui-même en fait ancien exploitant. Okay. Voilà, donc une opportunité de reprise d'un domaine conséquent qui était en difficulté financière et qu'on me propose en fait de reprendre à la barre du tribunal. Et voilà, cet univers dans lequel j'ai grandi, en fait, gamin, m'était relativement familier, et le soutien évidemment et le background technique de mon papa font que je décide de me lancer dans cette aventure. La dimension de cette entreprise était sympathique, ça devenait plus important, avec un nombre de collaborateurs plus important. Et combien de collaborateurs ? Alors, il y a pas mal de saisonniers dans l'agricole, donc on ne peut pas donner de chiffres en équivalent temps plein, mais enfin, je ne sais pas, disons qu'à l'année, il y avait une petite dizaine de personnes, okay. Et ça pouvait monter à beaucoup plus que ça selon les saisons. Ouais. Parce que sur la première société, on a dit qu'il y avait aussi des collaborateurs à un moment qui t'ont rejoint, ouais. Mais il y en a eu combien Pareil, je ne sais pas, peut-être une vingtaine. D'accord, ok. Et quand tu as repris cette affaire-là, tu as dû apporter aussi des fonds ou alors c'était... Oui, alors les fonds en fait ont été... alors là pour le coup, je commençais à avoir pas mal de bons résultats qui remontaient de la société informatique. Donc ces résultats-là, je les ai réinjectés principalement dans cet investissement dans l'exploitation viticole. Et là, pour le coup, il y a eu des financements bancaires très conséquents qui ont permis l'acquisition, les très lourds investissements qui étaient nécessités par cette activité. Ça demande quoi comme investissement lourd ? C'était des investissements qui se chiffraient en millions d'euros. Si c'était ta question, non, tu parlais plus de la nature des investissements. Ouais, exactement. C'était la refonte complète en fait de l'outil de production. Donc okay. C'était tous les matériels et surtout les outils de vinification. Donc les chais, construire des bâtiments de milliers de mètres carrés avec des unités de production en inox, thermorégulées, des choses qui sont très onéreuses. Également financer un portage de stock. Il faut savoir que dans le viticole, quand tu achètes une propriété, elle a un certain prix, mais le stock, avec des millésimes anciens sur plusieurs années, peut représenter une valorisation supérieure à la valorisation de l'exploitation. Donc tout ça, c'est très capitalistique. Donc tout ça, ça a été financé par concours bancaire. Quand tu dis concours bancaire, t'entends quoi par ça ? Donc il y a le financement quand tu achètes, en fait, que tu achètes des hectares de terre ou que tu achètes des... Donc ça c'est un financement long terme, classique. Après, quand tu achètes du matériel, ça peut être des financements court terme ou de la location. Et ensuite, quand tu finances le portage de ton stock, puisque tu peux avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'années en fait, de stock de vin qui vieillit tranquillement dans tes chais. Ça, c'est encore une autre forme de financement qui est un peu technique, mais qui est également possible de mettre en place et qui permet d'atteindre des niveaux encore plus élevés de financement bancaire. Et pour faire toutes ces structures financières-là, c'est sur l'appui de ton père qui t'a aidé à faire ça, ou il y a aussi toi, tu avais des connaissances qui t'ont permis de construire toutes ces structures-là ? Alors sur toute la partie exploitation viticole, vinicole, la partie vigne, viticole, la partie vin, évidemment que c'est mon papa qui était le principal intervenant. Sur toute la partie montage financier, si c'est ta question, et organisation de la stratégie des investissements, de la stratégie de la distribution et de la commercialisation. Là, c'était plutôt mon domaine, même s'il a toujours été partagé en famille. Par rapport à tout ça, j'ai jamais eu de formation particulière. Oui, donc là, je suis vraiment parce qu'on part d'un bac+2 en informatique en plus. Voilà. Et on se retrouve à gérer une production de l'ordre de 1,5 million de bouteilles chaque année de vin. Sans avoir fait les moindres études en comptabilité, en gestion d'entreprise,
en droit des sociétés. Mais comment tu as appris ces connaissances-là? Tu as lu? Tu as fait quoi? Où tu es allé chercher justement Pas mal, cette ouais. information? Vraiment le self-made man par excellence, Ouais. qui se forme tout seul. Alors, sur la partie vinicole, j'ai quand même fait un petit diplôme voilà, en formation continue, en alternance. Pendant une année, j'ai suivi des cours à la Chambre d'agriculture pour avoir un petit diplôme agricole qui m'autorisait également à être exploitant, parce qu'il y avait quand même une contrainte et une obligation pour pouvoir exercer. Il fallait quand même avoir un minimum de qualification. Donc j'ai fait ça, mais ça c'était vraiment sur la partie agro en fait. C'était pas sur la partie gestion, partie chef d'entreprise. Ça c'est à la réflexion, je sais pas. Est-ce que j'ai lu? Oui, je me souviens avoir lu un que sais-je pour savoir lire un bilan, tu vois, un peu ce genre de choses. Mais c'est plus une appétence personnelle à la découverte et en permanence en fait un apprentissage au fil de l'eau, au gré des rencontres et puis des expériences et des accidents de parcours. Il y a toute une partie aussi juridique, le droit, Oui, ça aussi. le droit des contrats, le droit des entreprises, la fiscalité, tout ça en fait tu l'apprends au gré des aléas du quotidien. Tu as eu des avocats qui t'ont aidé pour justement toutes les parties juridiques à des moments? Bien sûr, des avocats, des comptables, des notaires, avec à chaque fois en fait ce parti pris en ce qui me concerne de toujours chercher à comprendre en fait ce que les gens me disaient et in fine d'être le seul décideur. C'est-à-dire que j'avais un expert comptable qui déposait, enfin qui arrêtait les comptes de chacune de mes sociétés, mais in fine c'était toujours moi qui faisais mes déclarations de résultats, d'impôts et qui compilait tout et qui à la fin décidait vraiment de ce qu'il convenait de faire pour se structurer, s'il y avait besoin de restructurer juridiquement, pour orienter ses investissements. J'ai toujours été le décideur final de toutes les décisions stratégiques de mes entreprises, en me renseignant au maximum auprès de tous ces intervenants qualifiés, mais en cherchant toujours à comprendre pour être pour décider en connaissance de cause. Ouais, il y a ce besoin de comprendre, qui était essentiel dans chacune. Toujours. Et de jamais me reporter les yeux fermés sur autrui sans avoir compris de quoi il ressortait. Okay. Donc il faut, pour évidemment après prendre les bonnes décisions, c'est sûr que... Alors les bonnes ou pas les bonnes, on en revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est probablement un frein à une croissance qui aurait pu être plus importante, parce que quand tu veux tout comprendre, tout analyser pour pouvoir tout décider, ça prend du temps. C'est très prenant, c'est très chronophage, et je pense que ça te limite forcément c'est même pas je pense, c'est certain que ça te limite forcément dans ta croissance, dans l'envergure en fait du projet que tu pourrais réaliser. Mais c'est quelque chose après qui est en toi. Enfin, je pense qu'on peut pas se changer au-delà de certaines limites. Tu peux pas te transformer en un manager effréné, capable de gérer des multinationales et des milliers de collaborateurs. Si tu n'as pas cette capacité en toi, je pense qu'il faut rester à une dimension plus modeste, mais qui te permet d'être dans ta zone de confort et de gérer ton business au quotidien en fonction de tes capacités, quoi.